Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre invitation, chère Sonia, à venir m'exprimer lors de ces premières assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires, dont le succès dit tout de leur importance. Vous remercier également pour l'organisation de ces 2 journées de travail sur des sujets structurants pour l'action publique, comme le montre la mobilisation des nombreux professionnels, associations et ministères représentés. Vous remercier enfin pour l'excellente collaboration entre la Miviludes et le ministère de la Santé et de la Prévention sur les dérives en santé, qui sont révélatrices de l'attention que nous devons porter à la santé de nos concitoyens. En effet, 20% des signalements que reçoit la Miviludes chaque année relèvent du domaine de la santé. C'est pourquoi nous n'avons d'autre choix que de réagir fermement face à ces dérives sectaires qui gagnent du terrain. Ce qu'on appelle les pratiques non conventionnelles de santé, les PNCS, constituent désormais un objet bien identifié par les acteurs de santé publique. En revanche, toutes celles et ceux qui s'intéressent à la question reconnaissent que ces PNCS demeurent une catégorie floue dont on ne parvient pas à dessiner les contours. Elles sont souvent qualifiées de façon hasardeuse de médecine, soit alternative, soit complémentaire, voire naturelle ou encore douce. Elles invoquent des fondements divers selon qu'elles se raccrochent à la nature, à la biologie, aux énergies, etc. On ne sait comment les définir si ce n'est parce qu'elles ne sont pas. Elles ne sont pas reconnues au plan scientifique par la médecine conventionnelle. Elles ne sont pas enseignées au cours de la formation initiale des professionnels de santé. Elles ne font l'objet d'aucun enregistrement ou aucune autorisation des professionnels ou des activités. Mais derrière ces PNCS, qu'on peine à nommer ou à définir, il y a un large spectre de pratiques bien réelles auxquelles de nombreuses Françaises et Français ont recours. La liste de ces pratiques ne cesse d'évoluer avec le temps, quand l'OMS en dénombre plus de 400, d'autres travaux de recherche avancent qu'elles ne se compteraient en milliers. En effet, de nouvelles pratiques se diffusent de manière continue par-delà les frontières, notamment au travers des réseaux sociaux qui permettent la structuration de communautés autour de ces pratiques qui tendent parfois vers des modes de vie à part entière. La difficulté avec ces grands ensembles qu'on ne sait définir, c'est que leurs frontières sont poreuses et promptes au comportement déviant. C'est précisément ce qu'il se passe quand les dérives sectaires se mêlent au PNCS. On sait que certains praticiens, alors même que les activités qu'ils exercent ne sont pas intrinsèquement dangereuses pour la santé de leurs patients, portent un discours sectaire qui invite à se détourner des pratiques conventionnelles de santé. Plus encore, il arrive que certaines pratiques non conventionnelles portent en elles le rejet du soin conventionnel, ou pire encore, incitent à s'infliger un mal, comme des lésions cutanées ou un jeûne, au bénéfice d'un bien supposé et sont donc sectaires. Ces dérives sont insidieuses, d'abord parce qu'elles ne disent pas leur nom, ensuite parce qu'elles tirent leur emprise de la vulnérabilité de ceux chez qui elles prolifèrent. L'essor de ces dérives pendant la crise sanitaire a mis en avant que ce sont celles et ceux qui étaient le plus éloignés du soin qui se tournaient vers elles. De la même façon, c'est parfois l'absence de réponse du système de santé face aux besoins de certains patients qui les pousse dans les bras des praticiens malveillants. C'est l'absence de cadre autour des pratiques des PNCS qui autorise les dérives à bourgeonner, et c'est précisément ce qui justifie une action des pouvoirs publics. Poser un cadre, ce n'est pas réguler à tout va ces pratiques qui ont parfois gagné le quotidien des Français en leur expliquant ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Il s'agit davantage de faire le tri entre ce qui doit être permis et ce qui représente une menace en matière de santé publique. Combattre les dérives qui doivent l'être conduira également à un exercice sécurisé des PNCS qui ne présentent aucun danger. Nous ne partons pas de zéro, puisqu'entre 2010 et 2020, le ministère de la Santé et de la Prévention a mené des travaux sur le sujet grâce à un groupe d'appui technique au sein duquel la Miviludes avait déjà pris part. Ce groupe de travail avait posé les bases d'une politique de lutte contre les PNCS à visée thérapeutique dangereuse et de repérage des pratiques prometteuses. Il avait aussi permis la conception de suivi d'actions d'information et de prévention en direction du public. Si ce groupe a aujourd'hui disparu, les travaux sur le sujet n'ont pourtant jamais cessé, notamment sous l'impulsion de l'INSERM, dont je veux saluer l'engagement sur le sujet. C'est d'ailleurs tout naturellement que j'ai sollicité l'INSERM en amont de ces assises, et je suis heureuse de pouvoir compter sur eux
pour accompagner le ministère dans ses prochains travaux concernant les PNCS. Au regard des enjeux, il est plus que nécessaire de relancer les travaux sur ces pratiques. C'est pourquoi je vais lancer dans toutes les prochaines semaines le comité d'appui pour l'encadrement des PNCS, qui permettra de valoriser l'héritage issu du groupe d'appui technique et d'aller au-delà. Composé d'experts historiquement investis sur le sujet, ce comité d'appui a vocation à s'ouvrir aux acteurs associatifs ou à des collectifs de citoyens, comme le collectif NoFakMed, qui a d'ailleurs participé à la table ronde précédente. Là. Il est là. L'une des principales missions qui lui sera confiée sera de dresser une cartographie des PNCS qui devra aboutir à une classification afin que cessent, par exemple, de coexister sous cette appellation et de façon indifférenciée des dérives sectaires et des pratiques auxquelles ont recours des professionnels de santé en appui de l'exercice de leur art. Au-delà, ce comité d'appui devra également travailler à l'amélioration des modalités de signalement, à la meilleure compréhension des réseaux de prescripteurs de ces pratiques, ainsi qu'à l'élaboration d'une méthodologie de leur évaluation. Ce travail doit se conjuguer avec une ambition forte en matière de sensibilisation et de prévention contre les dérives sectaires. Sans attendre les conclusions du comité d'appui pour l'encadrement des PNCS, il est nécessaire de tenir un discours de fermeté à l'encontre des dérives sectaires et de le diffuser largement au grand public. Les acteurs du soin ont leur rôle à jouer et devront eux aussi prévenir leurs patients des risques auxquels ils s'exposent en ayant recours à ces pratiques. Cela inclut également les plateformes numériques comme Google ou Keldoc qui devront prendre leur part afin que les praticiens dangereux ne puissent garder pignon sur rue, à l'instar du travail déjà réalisé avec Doctolib sur le déréférencement des praticiens signalés à l'automne dernier. Il faut dès à présent embarquer tous les partenaires, au premier rang desquels les collectivités territoriales, les associations et les ordres, pour se structurer et apporter une réponse coordonnée à ces fléaux. Logiquement, porter une vision à moyen et à long terme sur le sujet des pratiques non conventionnelles doit nous conduire à concevoir un cadre technique et juridique. Il permettra d'organiser un système d'évaluation, de surveillance et de contrôle des PNCS en vue de sécuriser l'accès à ces pratiques qui ne relèvent pas des dérives. En effet, les PNCS n'entrent dans le champ de compétences d'aucune agence ou autorité sanitaire, si bien qu'elles échappent à toutes les règles d'évaluation et de vigilance habituellement appliquées dans le domaine du soin. Il n'existe pas non plus de circuit défini pour la remontée et la gestion des signalements des PNCS ayant un impact négatif sur la santé des patients. À ce titre, je souhaite mettre en avant les efforts de la Miviludes qui permettent un suivi des évolutions de ce phénomène et il nous faut poursuivre ce travail. Pour ces raisons, nous devons avoir pour ambition la définition d'un cadre juridique et technique des PNCS qui s'appuiera sur les travaux du comité d'appui. Cela comprend la conception et le déploiement d'un dispositif permettant l'enregistrement des professionnels exerçant une PNCS qui sera un enjeu central et conditionnera notre capacité à contrôler l'exercice de ces pratiques. L'inscription de la sensibilisation au risque de ces dérives sectaires dans les formations initiales de tout professionnel de santé qui permettra la diffusion d'une culture de la précaution vis-à-vis des PNCS. Et le suivi des écoles et autres organismes de formation, notamment pour s'assurer qu'ils ne soient pas gangrénés par les discours sectaires. La démarche du ministère de la Santé et de la Prévention ne s'inscrit pas dans une quelconque chasse aux sorcières. Poser un cadre au PNCS, c'est aussi sécuriser les pratiques reconnues qui répondent à un besoin de nos concitoyens. Si les risques de dérive de ces pratiques sont établis, il faut aussi rappeler les apports positifs que certaines d'entre elles peuvent avoir dans la prise en charge des patients. À ce titre, bon nombre de PNCS appellent à adopter des modes de vie sains et diffusent ainsi un message positif sur l'importance de prendre soin de soi. Le travail qui nous attend est exigeant et impose l'humilité. Preuve en est, il est commun d'entendre les scientifiques investis sur le sujet parler de nébuleuses pour qualifier les PNCS et leur écosystème. Mais je suis convaincue qu'il existe une ligne de crête qui rejette les positions dogmatiques et poursuit le seul intérêt du patient dans sa recherche de la meilleure prise en charge. C'est la stratégie que nous devons poursuivre et qui nous permettra de sortir par le haut pour l'intérêt des patients, des professionnels et de notre système de santé. Je vous remercie.